Bonsoir Lyon. Je suis game designer. Je conçois des jeux vidéo. L'industrie du jeu vidéo est une industrie vraiment extraordinaire. Personnellement, je m'éclate. Et elle est extrêmement jeune, donc elle est, on est en train encore de définir les règles. Et particulièrement, il y a quelque chose. Donc déjà, une petite introduction sur l'industrie en elle-même. Donc l'industrie, c'est quelques dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Et c'était en 2014, 500 jeux vidéo publiés par jour uniquement sur mobile. Donc c'est une quantité énorme de production culturelle. Et pourtant, on parle d'IP, donc de propriété intellectuelle dans le jeu vidéo. Le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas le jeu vidéo. Il protège des petits bouts de jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on peut protéger un texte, on peut protéger éventuellement une forme de graphisme sous on va dire un certain cadre, on peut protéger la musique, mais on ne peut pas protéger le jeu vidéo en tant qu'entité compacte, et on ne peut pas surtout protéger le cœur du jeu vidéo qui est le gameplay. Donc, corollaire, on peut tous se copier les uns sur les autres, et on est dans une industrie du plagiat. Et c'est un laboratoire expérimental extraordinaire à la Creative Commons. Imaginez que demain, on puisse se copier les uns sur les autres dans la musique ou dans le graphisme. Eh bien, c'est possible, c'est ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et comment ça se passe ? Ça se passe très bien. C'est-à-dire que plein de jeux sortent. Effectivement, il y en a beaucoup qui se ressemblent les uns sur les autres, et vous avez dû voir ça. Effectivement, on parle de clones, c'est-à-dire que vous pouvez avoir 50, 1000, 10 000 clones d'un jeu qui sort, et il n'y en a qu'un seul qui va marcher, on est dans la loterie. Mais ça a des vertus extrêmement intéressantes, comme par exemple, parfois il y a des très bons jeux au fil des itérations, où on est obligé de décaler la valeur ajoutée sur du marketing, de la commercialisation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui le jeu vidéo est un secteur où il y a des moyens d'acheter ou des moyens de vendre qui sont extrêmement en avance par rapport à d'autres secteurs qui sont, on va dire, très rigides et très protégés par des avocats. Également, alors une petite anecdote, quand les joueurs d'échecs de haut niveau jouent entre eux, les premiers échanges de coups, c'est jamais, ils réfléchissent pas, ils sont en mode automatique parce qu'ils font des ouvertures qu'ils connaissent par cœur, et donc les 10-15 premiers coups, ils piochent juste dans des bibliothèques mémorielles dans lesquelles ils prennent les meilleurs coups. Et bien, aujourd'hui, dans la création de jeux vidéo, on fonctionne un petit peu comme ça, c'est-à-dire que quand on me confie la création d'un jeu, je commence par piocher les premières briques dans ce que je connais déjà, ce qui existe, qui sont des idées qui ont été validées par le marché et par le passé. Et après, on commence à creuser une différence en termes d'innovation. Donc, c'est vraiment un secteur où ça se passe très, très bien. Là, maintenant, je vais vous parler d'une chose très particulière qui correspond à 1% de mon chiffre d'affaires et qui correspond à 30% de mon travail intellectuel. C'est le Live Escape. Donc, le Live Escape, il y en a une à Lyon. Il y en a 10-15 à Paris. C'est un parc d'attractions. Donc, flippez pas, c'est un parc d'attractions dans lequel on vous enferme dans une pièce avec des amis. Vous avez 1 heure pour en sortir. On ferme la porte à clé et vous avez 1 heure pour trouver la clé qui est cachée derrière des énigmes, il y a des pièces cachées, il y a des coffres trésors, il y a des... Enfin, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu confidentiel, mais en gros, c'est un mini parc d'attractions. Et aujourd'hui, alors, il y a quelques années, ça n'existait pas du tout en France. Pour tout dire, ça vient de Budapest. Et aujourd'hui, à Budapest, il y a 47 Live Escape, plus que des salles de cinéma. Et donc, il y a quelques années, une jeune fille vient me voir et me dit ah, « Tu conçois des énigmes, c'est bien, elle s'appelait Chloé. Je veux créer la première Live Escape en France, à Paris. » Et là, j'avais un problème. Déjà, je n'avais pas une thune, donc j'étais obligé d'accepter. Et en plus, je ne pouvais pas aller à Budapest pour voir comment c'était. Et j'avais un vrai problème qui était qu'on n'avait rien sur quoi se fonder. C'est-à-dire que pour la première fois dans mon métier de créateur de jeu, je devais partir de rien. Et ça nous a pris 2 ans et demi. Voilà. Aujourd'hui, le modèle a été validé et ça a été aussi compliqué d'un point de vue entrepreneurial pour elle de créer sa société parce que le business model était vu d'un mauvais œil par les banquiers. Donc, comment créer à partir de rien ? Et ça va être l'essentiel de ce que je vais vous confier aujourd'hui. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai créé parce que c'est un mystère, c'est-à-dire vous pouvez venir à Paris et la tester, mais je peux vous dire comment je l'ai créé. C'est-à-dire quelle est la technique que j'ai utilisée, la méthodologie que j'utilise pour créer mes jeux. Parfois, je me plante, mais en tout cas, c'est celle que j'utilise. Donc, la première chose qui est très importante, c'est qu'il faut prendre son temps. C'est-à-dire que si demain, je vous donne toutes les clés et je vous mâche tout le boulot pour faire un projet quel qu'il soit, votre projet ne va pas avoir d'âme si vous ne prenez pas le temps nécessaire pour vous l'approprier intellectuellement,
le travailler et le travailler sur tous ces plans. Et souvent, c'est pas simplement de la conception. C'est, par exemple, quand on dit marketing, la communication, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps. Donc, il faut prendre son temps si vous en avez la possibilité. La deuxième chose, et là, il faut vous réveiller parce que c'est la chose la plus importante de ce que je vais vous dire. Après, vous pourrez vous rendormir. C'est il faut définir un lexique et une grammaire. Donc, vous allez avancer dans l'inconnu et vous allez avoir énormément de mal à savoir de quoi même vous êtes en train de parler à vous-même quand vous allez créer vos choses. Donc il faut prendre des mots complètement arbitraires, et d'ailleurs c'est ce que je fais. Des énigmes, je les appelle des puzzles parce que c'est le terme anglais par exemple, mais j'ai vous pouvez les appeler des pots de fleurs, peu importe, mais l'important c'est que vous puissiez avoir un référent interne, et dès que vous créez un nouveau système ou une nouvelle articulation dans votre projet, il faut que vous puissiez le nommer précisément. Et ça, c'est un outil qui vous fait gagner du temps d'une façon incroyable. Ensuite, ça c'est assez amusant, vous posez des règles complètement arbitraires, out of nowhere, et vous vous y tenez, même si elles sont absurdes. Par exemple, j'ai posé une règle dès le départ qui était 60 minutes, 60 énigmes. C'est une règle qui ne marche pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que je l'ai fait, et j'ai posé un certain nombre de règles, donc un codex de règles, ce qui m'a permis de produire quelque chose qui ne fonctionnait pas dans un premier temps, mais c'est comme les crêpes, la première, c'est jamais la bonne. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une cohérence interne, une homogénéité. Et quand on a commencé, face au premier bêta-test, à voir que ça ne marchait pas, on ne changeait pas simplement l'aspect où ça ne marche pas, mais on changeait tout le reste de façon à garder cette cohérence. Donc, vous fixez des règles, peu importe, vous savez qu'elles seront à changer, ça c'est aussi important de pouvoir remettre en question les règles qu'on a fait, et vous vous y tenez pour garder votre cohérence interne. Ensuite, observer l'univers de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu technique, mais je vous le dis, que ce sera bon pour votre culture générale. Donc dans le milieu du jeu vidéo, on a un dicton qui dit observer l'univers du travail et les principes de gameplay émergeront d'eux-mêmes. C'est-à-dire que vous allez faire un projet quel qu'il soit, qui sera forcément très abstrait au début parce que vous n'aurez rien. Il faut vous donner une thématique générale. Dans le cadre d'un parc d'attractions, ça peut être les pirates, les zombies, les Alice au Pays des Merveilles, peu importe. Et à ce moment-là, vous allez aussi avoir une cohérence dans votre travail, une homogénéité dans tout ce que vous sortez, et vous avez juste à vous asseoir, on va dire, dans un coin de votre pièce et de votre thématique, et de regarder ce qu'il y a dans la thématique d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a des champignons géants, il y a un chat, et les énigmes que vous cassez la tête ça fait 2 mois que vous cherchez la bonne énigme, elles viendront d'elles-mêmes. Tout va venir naturellement. En fait, on retranscrit le monde à travers un jeu. Ensuite, autre point, quand je livre un travail, et je livre une live escape en particulier, mais ça marche aussi pour les jeux vidéo, je livre une couche abstraite et une couche concrète. C'est-à-dire que, parallèlement, je dis par exemple à l'étape 4, les joueurs vont entrer dans le lieu C et vont découvrir l'objet 48, 47, 49. Et après, ça c'est la couche abstraite, et en dessous je dis, j'écris la chose de façon concrète. Donc à cette étape, les joueurs vont trouver une pièce cachée, et dans cette pièce cachée, ils vont découvrir un coffre, et dans ce coffre, il y a une clé anglaise. Ce qui fait que quand on arrive au prototypage et quand on réalise les choses, il faut voir que créer une pièce, ça peut avoir 100 000 € de budget, donc c'est des budgets qui ne sont pas anodins. Parfois, on ne peut pas créer la pièce cachée parce que ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas particulier, donc on remonte sur la couche abstraite et on transforme. On dit on ne peut pas faire de pièce cachée, on mettra une caisse qui sera fermée, on fera autre chose. Je vous donne des exemples basiques, c'est quand même plus intéressant que ça, une pièce, mais c'est pour vous donner un petit peu le lien entre abstrait et concret. Ensuite, très important, il faut, avant de vous lancer dans des centaines de milliers d'euros de travaux ou même un seul euro de travail, il faut pouvoir tester votre pièce, tester votre jeu vidéo. Et ça se fait avec des outils adaptés. Et là aussi, il faut penser et créer des outils adaptés. Dans le cas des pièces en particulier, on fonctionne beaucoup par jeu de rôle. C'est-à-dire, on a un testeur en face de nous, vous êtes dans une pièce, qu'est-ce que je vois? On lui explique. Et on matérialise les objets par des bouts de papier. On procède par itération. Ça, c'est quelque chose qui est très classique dans tous les projets. On teste, on modifie, on teste, on modifie. Et ça, c'est le dernier point pour faire une boucle avec la concurrence. C'est qu'à partir du moment où vous avez créé un produit initial et à partir du moment où on a créé cette première live escape, tout d'un coup, la concurrence arrive et tout d'un coup, la concurrence vous ressemble beaucoup parce qu'elle s'est inspirée de vous, parce qu'elle a le droit. Et aujourd'hui, on est à créer des nouvelles pièces face à un système ultra concurrentiel où tout le monde s'est copié les uns sur les autres. Donc comment on fonctionne? Parce que c'est difficile de faire complètement différent.
Donc on a un système qui est qu'on prend les points communs de toutes ces entreprises, toutes ces énigmes, et on fait différent des points communs. Mais par contre, quand il y a une idée singulière dans une pièce en particulier, celle-là, on la garde. Voilà. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous aidera.